Salut à tous, je m'appelle Julien et j'ai 32 ans. Le mois dernier, mon propre frère de sang a volé la bague de fiançailles en diamant sur mesure de 3 carats que j'avais achetée pour la femme que j'aime, juste pour pouvoir l'utiliser pour demander sa propre copine en mariage. Alors que je me tenais là, dans la cour arrière, fixant la boîte en velours vide dans mes mains tremblantes, essayant de comprendre l'audace pure de ce vol, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et l'ont défendu. Ma mère m'a dit que mon frère venait de se fiancer. Et que cela devrait être un moment heureux. Ils ont défendu un véritable voleur juste devant toute notre famille, en riant de toute l'histoire comme si je réagissais excessivement pour un pull emprunté ou une paire de chaussures mal rangées. Ils m'ont dit que je gagnais un bon salaire et que je pouvais facilement m'en offrir une autre. Mais il y avait un détail majeur qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient aucune idée que le bijoutier haut de gamme chez qui j'avais acheté la bague ne plaisante pas avec les numéros de série propriétaires, les images de sécurité haute définition ou le grand vol. Et en ce moment même, ces mêmes personnes qui me riaient au nez me supplient d'abandonner une poursuite judiciaire massive qui va absolument ruiner la vie de leur précieux enfant chéri. Avant que je ne vous raconte exactement comment j'ai démantelé la dynamique toxique de ma famille pièce par pièce, appuyez sur le bouton j'aime si vous pensez que partager le même ADN n'excuse pas les comportements toxiques et que la vraie justice trouve toujours un moyen d'équilibrer la balance. Et s'il vous plaît, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Lire vos emplacements m'aide à réaliser que je ne suis pas seul à vivre ce genre de folie. Maintenant, retournons au matin exact où toute ma réalité a volé en éclats en 1 million de morceaux. La boîte en velours bleu foncé semblait incroyablement étrange dans mes mains à la seconde absolue où mes doigts se sont refermés dessus. Elle était trop légère. Le poids était complètement anormal. Elle était totalement creuse. Je me tenais à l'intérieur du placard de ma chambre d'enfance. Cette chambre ne devait être rien de plus qu'une étape temporaire pour moi et ma copine Clara. Nous étions au milieu, désordonné et incroyablement stressant, d'une transaction immobilière complexe, en attendant de finaliser l'achat de notre toute première maison. Le bail de notre appartement avait pris fin, et mes parents m'avaient gracieusement proposé de rester chez eux pendant 3 semaines tandis que Clara restait chez sa sœur pour nous éviter de payer des frais de location à court terme exorbitants. Je pensais que c'était un geste sincèrement généreux. Je pensais que nous avions enfin, après 3 décennies de dysfonctionnement, atteint un stade de respect mutuel et de limites adultes. J'avais tellement tort. J'avais gardé la bague hautement sécurisée à l'intérieur d'un coffre-fort numérique robuste que j'avais personnellement boulonné aux planches du plancher dans le coin arrière de ce placard. Je ne la sortais que lorsque la maison était complètement vide, juste pour la vérifier et m'assurer qu'elle était toujours aussi impeccable et parfaite que le jour où j'étais sorti de la bijouterie. C'était un diamant taille princesse époustouflant de 3 carats, serti sur un anneau en platine conçu sur mesure, pour lequel j'avais passé la meilleure partie de 2 ans à économiser agressivement. Je venais de prendre une longue douche. La vapeur chaude collait encore au miroir de la salle de bain et mon esprit défilait avec des plans élaborés sur la façon exacte dont j'allais faire ma demande à Clara pendant notre week-end à venir à la côte. Je suis entré dans le placard, j'ai tapé mon code PIN sécurisé, j'ai ouvert la lourde porte en acier du coffre-fort, j'ai tendu la main vers la boîte en velours bleu foncé, et mon cœur s'est physiquement arrêté de battre. J'ai ouvert la charnière, vide. Il n'y avait rien à l'intérieur, à l'exception de la petite empreinte agonisante dans le coussin en velours où le symbole ultime de mon avenir était censé être blotti en toute sécurité. La panique est une émotion très étrange, très paralysante. Elle ne vous fait pas toujours crier ou vous agiter. Parfois, elle fait simplement chuter la température dans vos veines jusqu'au gel et rétrécit votre vision à un point précis. J'ai démoli ma chambre dans un silence frénétique et terrifiant. J'ai arraché les lourdes couvertures et les draps du lit, les jetant à travers la pièce. J'ai vidé chaque tiroir de la commode, déversant les vêtements pliés sur le tapis. J'ai vérifié les poches de chaque veste, manteau et pantalon que je possédais. Même si mon cerveau logique savait avec une certitude absolue que je n'avais jamais sorti cette boîte de cette pièce spécifique. Maman, ai-je appelé, ma voix craquant d'une manière dure qu'elle n'avait pas faite depuis que j'étais adolescent. Je suis descendu précipitamment les escaliers moquettés, les prenant 2 par 2 et 3 par 3, manquant de trébucher sur mes propres pieds. Maman, as-tu vu la boîte bleue de mon coffre-fort? L'as-tu déplacée? Ma mère Margaret était assise à l'immense îlot de cuisine en granit. Elle était l'image absolue de la tranquillité banlieusarde, ses ongles parfaitement manucurés enroulaient lâchement autour de sa tasse à café en céramique préférée. Les informations du matin passaient doucement à la télévision en arrière-plan. Elle n'a même pas sursauté lorsque je suis entré comme une furie dans la pièce.
Elle a simplement levé les yeux de sa tablette, son expression totalement neutre et complètement imperturbable. « Que veux-tu dire, chérie ?» a-t-elle dit, prenant une gorgée lente et agonisamment délibérée de son café. « N'est-elle pas en haut dans ta chambre? Tu l'as probablement juste mal rangée quelque part. Tu as été tellement stressé avec le travail et la fermeture immobilière. Ton esprit est juste encombré. » J'ai tendu la boîte en velours vide vers elle à travers l'îlot. Mes mains tremblaient si violemment que la charnière à ressort s'est refermée avec un claquement fort. « La boîte est vide, maman. Je la mets toujours dans le coffre-fort. Toujours. Je ne la laisse jamais dehors. Quelqu'un l'a prise. » Elle a finalement dirigé son regard vers la boîte, mais ses yeux ne contenaient zéro surprise. Il n'y avait aucun choc, aucune inquiétude maternelle pour ma panique. « Eh bien, ne sois pas dramatique, Julian. Personne n'a cambriolé cette maison. Nous vivons dans une communauté fermée. Monte en haut, calme-toi et regarde à nouveau. Elle va réapparaître. » C'est exactement là que je l'ai entendu, le son distinct, résonnant et odieusement fort du rire de mon jeune frère Preston qui s'infiltrait par les portes en verre ouvertes depuis le patio de la cour arrière. Mon estomac a coulé directement dans mes chaussures. Je suis passé à côté de ma mère, arrachant pratiquement la porte moustiquaire coulissante de ses rails alors que je me précipitais dehors sous le vif soleil du matin. Là se trouvait Preston, 26 ans, l'enfant chéri incontesté de la famille, qui n'avait jamais travaillé un jour véritablement dur de toute sa vie, assis nonchalamment sur les meubles de patio coûteux. À côté de lui se trouvait sa copine depuis 8 mois, Hazel. Et là, captant la lumière du soleil du matin, étincelant d'un feu brillant et aveuglant qui me donnait envie de vomir physiquement, se trouvait ma bague. Elle était assise là, sur la main gauche de Hazel. Elle la tenait vers la lumière, l'admirant sous différents angles, et utilisant son téléphone pour en prendre une photo. « Prêt ?» ai-je exigé, ma voix descendant d'une octave entière, résonnant durement à travers la pelouse bien entretenue. « Qu'est-ce que tu fous avec ma bague ?» Hazel a sursauté sur son siège, manquant de faire tomber son téléphone sur les pavés. Preston s'est simplement retourné nonchalamment et j'ai vu ce même sourire enfuriant, doux et innocent qu'il avait utilisé comme une arme pour s'en sortir avec les pires bêtises depuis que nous étions petits. « Oh, salut, frérot !» a-t-il dit en douceur, se levant et glissant ses mains dans les poches de son short de marque coûteux. « N'est-elle pas absolument incroyable ? J'ai demandé Hazel en mariage hier soir après le dîner. Elle a dit oui. Le monde entier a basculé de côté. J'ai ressenti un bourdonnement aigu dans mes oreilles. J'ai descendu le porche et j'ai marché directement vers lui. C'est ma bague. C'est la bague que j'ai achetée pour Clara. Enlève-la de sa main tout de suite. » Hazel a regardé frénétiquement entre nous deux, tout le rose de son visage s'échappant. « Preston, de quoi parle-t-il? À qui est cette bague? » Ne sois pas ridicule, Julian, Harry Preston. C'était un son nerveux et aigu, et ses yeux ont rapidement dévié vers la porte de la cuisine derrière moi. Je l'ai acheté moi-même. Je l'ai choisi il y a des semaines. Tu fais peur à Hazel. Tu es un menteur et un voleur. J'ai fait un pas en avant, réduisant la distance physique entre nous jusqu'à ce que nous soyons torse contre torse. C'est un diamant taille princesse sur mesure de 3 carats. J'ai passé des mois à faire des heures supplémentaires pour cela. Enlève-la, Hazel. Maintenant. C'est quoi tous ces cris ici? Mon père, Richard, est soudainement apparu à la porte. Ma mère était juste derrière lui, s'essuyant les mains calmement sur un torchon en lin. Je me suis retourné pour leur faire face, pointant un doigt tremblant vers Preston. « Papa, Preston a volé ma bague de fiançailles. Il a effractionné mon coffre-fort, a pris la bague que j'ai achetée pour Clara, et il est ici à essayer de la faire passer pour la sienne. Dis-lui de me la rendre sur le champ. » La lèvre inférieure de Preston a réellement tremblé. Il avait 26 ans et il utilisait activement une tactique de manipulation qu'il avait perfectionnée lorsqu'il était à la maternelle. Ma mère a descendu du patio, passant juste à côté de moi comme si j'étais invisible pour poser une main réconfortante et protectrice sur l'épaule de Preston. « Julian, s'il te plaît, baisse la voix. Ton frère vient de se fiancer. Cela devrait être un moment de célébration heureux pour notre famille. Pourquoi dois-tu toujours trouver un moyen de ruiner ces grands moments? » J'ai reculé brusquement comme si elle m'avait physiquement frappé au visage. « Tu es sérieuse en ce moment? C'est ma propriété. C'est une propriété volée. Il a commis un crime.
Mon père a plissé les yeux à travers ses lunettes en direction de la main de Hazel. Elle semble un peu différente des photos que tu m'as montrées sur ton téléphone, Julian. Le sertissage est assez grand pour les mains de Clara. De toute façon, tu es peut-être juste confus. Il a fait modifier le sertissage ou il l'a juste enfoncé sur son doigt. Je criais maintenant, ne me souciant pas une seule seconde de ce que pensaient les voisins fortunés. Appelez le bijoutier. Appelez la police. C'est ma bague. La voix de ma mère a immédiatement pris ce ton condescendant et tranchant qui avait hanté toute mon existence. Tu fais une scène massive pour rien. Julian, Preston et Hazel sont amoureux. Ils commencent une belle vie ensemble. Il n'a pas ton salaire d'exécutif. Il ne peut pas s'offrir des choses comme ça. Ne peux-tu pas simplement être la personne la plus mature pour une fois dans ta vie et être heureux pour ton frère? Nous t'en achèterons une nouvelle, une meilleure. J'ai regardé entre trois, l'expression dédaigneuse et permissive de ma mère, l'évitement inconfortable de mon père, fixant intensément ses mocassins en cuir coûteux au lieu de regarder son fils aîné dans les yeux, et le sourire triomphant et cœur de pierre de Preston. Mal déguisé en une confusion innocente et victimisée. J'ai réalisé à ce moment exact que j'étais totalement et complètement seul dans cette famille. Je l'avais toujours été. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Arrête ça. Preston s'est lancé en avant, sa façade se brisant, mais j'ai rapidement reculé hors de sa portée. D'accord, très bien. Je l'ai emprunté, mais j'allais faire ma demande hier soir et mes cartes de crédit sont totalement au plafond et nous ne pouvions rien nous offrir de joli. Tu as absolument tout, Julian. Tu as le travail parfait, la vie parfaite, la nouvelle maison parfaite. Tu peux facilement en acheter une autre. Chérie, tais-toi, a sifflé ma mère, le tirant en arrière par sa chemise, mais la vérité était sortie. Il l'avait avoué à voix haute devant des témoins. J'ai regardé mes parents, attendant la réprimande, attendant le choc, attendant qu'ils demandent enfin, juste une fois dans leur vie, des comptes à leur précieux bébé pour ses actions destructrices. Au lieu de cela, mon père a poussé un grand et lourd soupir. Nous allons régler cela en interne, en famille. Il n'y a absolument aucun besoin d'impliquer les autorités ou d'en faire un scandale public. Preston a fait une erreur, mais ses intentions étaient pures. L'amour fait faire des choses folles aux gens. Des intentions pures, ai-je ri. Un son râpeux et dur qui a violemment déchiré ma gorge. Il a volé un bijou de $20 000 et ils ont appelé cela des intentions pures. Quelque chose au plus profond de ma poitrine s'est durci de manière permanente. Une vie entière à être le plus raisonnable, le plus responsable, celui qui faisait toujours des compromis et des sacrifices dans le but de maintenir la paix s'est cristallisé en une résolution pure et sans mélange. Vous avez raison, ai-je dit doucement. Le calme mortel de ma propre voix me faisant plus peur que mes cris. Nous pouvons régler cela et je vais le faire. Je me suis retourné et je suis rentré dans la maison, leur voix m'appelant s'évanouissant en arrière-plan. Je ne fuyais pas. J'allais à la guerre et ils n'avaient absolument aucune idée du genre de puissance de feu juridique et émotionnel que j'allais abattre sur leur tête. Pour comprendre pleinement l'ampleur de cette trahison, vous devez comprendre la dynamique profondément toxique de la maison dans laquelle j'ai grandi. Dès le moment exact où Preston est né, le soleil se levait et se couchait sur son existence. J'avais 6 ans de plus, ce qui signifiait aux yeux déformés de mes parents que j'étais fondamentalement un adulte pleinement fonctionnel qui devait céder au bébé à tout moment. Si j'avais un jouet qu'il voulait, je devais le partager immédiatement ou faire face à une punition. Si je gagnais de l'argent en passant mes week-ends à tondre les pelouses des voisins et qu'il voulait acheter une nouvelle console de jeux vidéo, on me mettait une lourde pression pour être un bon grand frère et participer financièrement pour le rendre heureux. Cela ne s'est jamais arrêté. L'abus financier n'a fait qu'escalader à mesure que nous grandissions. Quand il a été temps pour moi d'aller à l'université, mes parents m'ont assis à la table de la cuisine avec des visages sombres et m'ont expliqué que l'économie était difficile. Le fonds d'études qu'ils étaient censés avoir commencé pour moi à ma naissance avait complètement disparu. Ils ne l'ont pas dit explicitement à voix haute, mais je savais exactement où cet argent était allé. Il était allé à payer la caution de Preston pour une accusation de vandalisme mineur lorsqu'il a détruit un clubhouse de quartier et à payer son soutien comportemental privé coûteux parce qu'il refusait complètement de faire attention ou de se comporter correctement dans les classes de lycée régulière. Je ne me suis pas plaint. J'ai accepté mon sort. J'ai pris des prêts étudiants massifs et étouffants. J'ai travaillé des postes de nuit exténuants dans un entrepôt de logistique, empilant de lourdes boîtes jusqu'à ce que mon dos me fasse mal.
Tout en prenant 18 crédits par semestre juste pour obtenir mon diplôme à temps. J'ai gratté et lutté pour obtenir un diplôme en commerce sans aucune aide. Pendant ce temps, lorsque Preston a obtenu son diplôme de lycée, passant de justesse avec une moyenne de D, mes parents ont magiquement trouvé les fonds cachés pour lui acheter une voiture de sport toute neuve comme cadeau de motivation pour l'encourager à aller au collège communautaire. Un collège communautaire qu'il a abandonné promptement 3 semestres plus tard parce que c'était trop stressant. Tante Béatrice, la sœur aînée de ma mère, était la pire instigatrice de ce comportement. C'était une veuve fortunée qui traitait toujours Preston comme un prince fragile et incompris. À chaque réunion de famille, en particulier nos dîners de Thanksgiving, elle s'asseyait en bout de table et félicitait hautement Preston juste pour avoir réussi à arriver à l'heure et apporter une chemise propre. Dans le souffle suivant, elle me demandait nonchalamment quand j'allais obtenir une vraie promotion au lieu de simplement m'épuiser dans un poste de cadre moyen. Ignorant complètement le fait que je payais mon propre loyer et que je construisais une carrière solide. Elle empoisonnait l'esprit de ma mère constamment. Chuchotant toujours dans la cuisine que Preston avait besoin de plus d'aide, de plus de soutien financier, de plus de protection contre la réalité parce que le monde était tellement incroyablement dur avec les âmes sensibles comme lui. Lorsque nos grands-parents sont décédés, le petit héritage qu'ils ont laissé a été discrètement et entièrement redirigé vers Preston pour l'aider à se mettre sur pied. Tandis qu'on me disait que j'avais déjà suffisamment de succès pour ne pas en avoir besoin, j'ai appris très tôt que si je voulais un salaire décent, une vie stable, un avenir sécurisé, je devais le construire entièrement sur mes 2 propres pieds. Je me suis distancé émotionnellement. Je me suis concentré sans relâche sur ma carrière. J'ai travaillé 80 heures par semaine pour gravir les échelons de l'entreprise, sacrifiant mes week-ends et mes vacances, pour finalement décrocher un poste d'exécutif hautement rémunéré dans une grande entreprise de logistique. Et puis j'ai rencontré Clara. Clara était absolument tout ce que ma famille n'était pas. Elle était brutalement honnête, férocement indépendante, et elle me voyait pour exactement ce que j'étais en tant que personne, pas pour l'utilité financière que je pouvais lui apporter. Elle ne s'attendait pas à des aumônes. Elle travaillait dur pour son propre argent. Nous avons construit une belle vie tranquille ensemble, entièrement séparés du vortex chaotique et épuisant de mes parents et de mon frère. Quand j'ai décidé qu'il était temps de faire ma demande, je voulais que ce soit parfait. Je ne voulais pas simplement entrer dans un centre commercial et acheter quelque chose dans un comptoir d'exposition générique. Je voulais une bague qui représentait la nature singulière absolue de mon amour pour elle, un témoignage de ce que nous avions construit ensemble. C'est pourquoi je suis allé chez Crystal Jewelers, une boutique très exclusive accessible uniquement sur rendez-vous située dans le quartier financier du centre-ville. Monsieur Winston, le maître bijoutier et propriétaire là-bas, a passé 3 heures ininterrompues avec moi lors de ma première visite. Nous avons examiné des douzaines de pierres nues sous un fort grossissement avant que je ne trouve enfin la bonne. Un diamant taille princesse de 3 carats, brillant et étincelant, d'une pureté absolument parfaite. Je me souviens clairement d'être assis dans son bureau en cuir luxueux, buvant de l'eau pétillante et signant la lourde pile de documents. La bague a coûté une petite fortune. C'était le culte de plusieurs années de primes de performance, d'économies agressives et de vacances sautées. Vous faites un choix vraiment magnifique, Julian, m'avait dit Monsieur Winston, me tendant l'épaisse enveloppe gaufrée contenant les documents d'évaluation. Ce n'est pas seulement un bijou. C'est une pièce d'investissement et pour votre sécurité absolue, vous devez savoir que cette pierre spécifique a un numéro de série microscopique unique gravé au laser directement sur le feuillet. Elle est officiellement enregistrée dans notre base de données internationale sous votre nom légal. Si cette bague est un jour perdue, volée ou apportée pour une modification non autorisée n'importe où dans le pays, elle sera immédiatement signalée sur le système. Je l'avais remercié sincèrement, prenant la boîte en velours avec des mains qui tremblaient réellement d'anticipation et d'excitation. Parce que Clara et moi étions dans le processus complexe de finalisation de l'achat de notre nouvelle maison, nous avions brièvement déménagé de notre appartement pour éviter de signer un nouveau bail d'1 an. Clara est restée confortablement avec sa sœur, et j'ai fait la faute fatale et idiote d'accepter l'offre de mes parents de rester dans mon ancienne chambre pendant quelques semaines. Je pensais que ma propriété était en sécurité. J'ai acheté un coffre-fort numérique robuste dans un magasin de bricolage, je l'ai boulonné directement au sol de mon placard avec de lourdes vis à bois, et j'ai verrouillé la bague à l'intérieur, en attendant le week-end parfait pour faire ma demande. Je n'aurais jamais imaginé en 1 million d'années que les voleurs dormiraient juste au bout du couloir sous le même toit. Après la confrontation explosive sur le patio, je n'ai plus dit un mot à ma famille. Je suis remonté directement dans ma chambre, j'ai jeté tous mes vêtements pêle-mêle dans 2 grandes valises,
j'ai pris mon ordinateur portable et j'ai emballé mes affaires de salle de bain. Pendant tout le temps où je préparais mes bagages, mon téléphone vibrait agressivement sur la table de nuit. Ma mère m'envoyait des messages de manière répétée, « Julien, s'il te plaît, ne réagis pas de manière excessive et ne t'enfuis pas. Nous pouvons aller à la banque première chose lundi matin. Ton père te fera un chèque pour le montant exact que tu as payé. Laisse Preston avoir son moment spécial. Ne déchire pas cette famille pour un morceau de métal. Tu es irraisonnable. » Un morceau de métal. C'est exactement comme cela qu'elle a appelé le symbole de mon engagement envers ma future épouse. J'ai traîné mes lourdes valises le long des escaliers moquettés. Les roues tapant fort contre chaque marche. Mon père se tenait dans le couloir d'entrée, bloquant la porte. Il semblait incroyablement vieux et incroyablement faible, ses épaules affaissées par la défaite. « Julien, mon fils, s'il te plaît. » Il a tendu une main tremblante vers mon bras. « Où vas-tu ? Nous pouvons nous asseoir et parler de cela comme des adultes. »« Il n'y a absolument rien à dire, papa, » ai-je dit, ma voix étrangement calme, ne trahissant rien de la rage qui bouillonnait en moi. « Ton plus jeune fils a commis un grand vol, et tu l'héberges activement. Si je n'ai pas cette bague exacte dans mes mains demain matin, j'appelle la police. Je ne bluffe pas, pousse-toi de mon chemin. » J'ai franchi la porte d'entrée, j'ai jeté mes sacs dans le coffre de ma voiture, et j'ai conduit directement chez mon meilleur ami Harrison. Harrison me connaissait depuis notre première année d'université. Il connaissait toute l'histoire sordide et épuisante de la dynamique de ma famille. Quand je me suis assis lourdement sur le canapé de son salon et que je lui ai raconté exactement ce qui venait de se passer, il a manqué de jeter sa tasse à café directement à travers la cloison sèche. « Es-tu absolument en train de me plaisanter en ce moment ?» a crié Harrison, arpentant la longueur du salon, ses mains passant dans ses cheveux. « Il a volé une bague de $20 000 dans un coffre boulonné. Et tes parents veulent discrètement te faire un chèque pour te faire taire ? Julien, tu dois porter plainte. C'est fou. C'est un comportement criminel réel. Je sais. » Je me suis frotté les tempes. Un mal de tête lancinant massif s'installait agressivement derrière mes yeux. « Mais je veux juste récupérer la bague, Harrison. Je ne veux pas de leur argent sale. Je veux la bague que j'ai spécifiquement choisie pour Clara. » J'ai appelé Clara ce soir-là. C'était facilement l'appel téléphonique le plus difficile et le plus humiliant que j'ai jamais eu à faire de toute ma vie. J'ai dû avouer que la belle surprise que je planifiais méticuleusement était ruinée et que ma propre famille nous avait trahis tous les deux de la pire des manières possibles. Clara, fidèle à sa nature incroyable, ne s'en souciait pas du diamant ou de l'argent. Elle ne s'intéressait qu'à moi et à mon état mental. Elle est venue en voiture chez Harrison immédiatement. La tenir pendant qu'elle pleurait de frustration pour ce que je devais constamment subir a solidifié ma résolution ultime. J'en avais officiellement fini d'être l'agneau sacrificiel pour l'ego surdimensionné de Preston. Cette nuit-là, allongé bien réveillé dans le noir sur le lit d'appoint de Harrison. Fixant le ventilateur de plafond, une réalisation écœurante et terrifiante m'a frappé comme un train de marchandises. Je me suis assis bien droit dans le noir, les pièces du puzzle s'emboîtant rapidement dans mon esprit. Preston est paresseux. Preston n'est pas un cerveau criminel. Il ne sait pas comment percer un coffre-fort numérique complexe, et il n'aurait certainement pas la patience ou les outils pour essayer de l'ouvrir par force sans laisser de dégâts massifs. Il n'y avait qu'une seule autre personne sur la surface de la Terre qui possédait le code de déverrouillage maître de ce coffre-fort spécifique. Je l'avais donné à ma mère le jour où je l'avais installé. C'était un geste de confiance naïf et stupide, lui disant de garder le code juste en cas d'urgence absolue où je serais incapacité ou injoignable. Preston n'a pas fait d'effraction dans le coffre-fort. Ma mère lui a ouvert. Elle a littéralement aidé et encouragé un crime de félonie contre son propre fils aîné pour faciliter un conte de faits faux et non mérités pour son enfant préféré. La trahison était si profondément ancrée que j'avais l'impression d'assister à des funérailles pour une famille qui respirait encore activement. J'ai réalisé alors que je ne faisais pas seulement face à un frère gâté et intitulé. Je faisais face à une maladie familiale systémique et profondément enracinée. Et le seul remède à cette maladie était des conséquences absolues, impitoyables et incontestables. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une concentration glaciale et unique. Je ne me souciais plus de maintenir la paix. Je ne me souciais plus de sauver les apparences lors des futurs dîners de Thanksgiving. Je ne me souciais plus de l'harmonie familiale. Je ne me souciais que de la justice pure et sans mélange.
J'étais assis calmement dans la cuisine de Harrison, buvant une tasse de café noir et fixant intensément la liste de contacts sur mon téléphone, hésitant sur quel ami avocat d'affaires appeler en premier lorsqu'un numéro local inconnu a clignoté brillamment sur l'écran. J'ai répondu immédiatement. « Allô, est-ce Monsieur Julien ?» a demandé une voix raffinée et très professionnelle à l'autre bout. « À l'appareil. »« Qui est à l'appareil ?»« Monsieur Julien, c'est Monsieur Winston de chez Crystal Jewelers. J'espère sincèrement ne pas perturber votre matinée, mais nous avons une situation assez urgente concernant la bague taille princesse de 3 carats que vous avez achetée dans notre établissement le mois dernier. » Mon cœur a instantanément martelé violemment contre mes côtes. « Je vous écoute très attentivement, Monsieur Winston. » Un jeune homme et une jeune femme sont entrés dans notre boutique juste au moment où nous ouvrions nos portes ce matin, a expliqué Monsieur Winston, son ton soigneusement neutre mais portant un très lourd sous-entendu de suspicion professionnelle. Le jeune homme s'est présenté sous le nom de Preston. Il a présenté la bague à mon personnel et a demandé un redimensionnement d'urgence en procédure accélérée. Il a prétendu avoir acheté la bague auprès d'un revendeur privé dans un autre état et qu'il avait besoin de la réduire de 2 tailles complètes pour sa nouvelle fiancée. J'ai agrippé le rebord du comptoir de cuisine en granit si fort que mes articulations sont devenues blanches. Et qu'avez-vous fait? Conformément à notre politique de magasin stricte et non négociable concernant les articles de haute valeur, en particulier ceux apportés sans nos documents ou reçus d'origine. Notre maître bijoutier a placé la pierre sous la loupe de grossissement pour vérifier son intégrité avant d'appliquer toute chaleur au métal. Il a immédiatement localisé notre inscription laser propriétaire. Lorsque nous avons entré ce numéro de série dans notre base de données internationale, votre profil client a été immédiatement signalé comme le seul propriétaire légal. Il l'a volé, ai-je dit platement, affirmant le fait dans l'univers. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche, mais j'avais besoin de les dire à voix haute à une partie extérieure pour rendre cela complètement réel. Il y a eu une longue et lourde pause à l'autre bout de la ligne. Le silence était chargé du poids du crime avoué. Je vois, a finalement dit Monsieur Winston, sa voix descendant d'une octave, perdant complètement la politesse du commerce et passant en mode d'affaires protecteur et sérieux. Je dois vous informer, Monsieur Julien, qu'ils attendent actuellement dans notre salon VIP à l'avant. Nous leur avons dit que le processus de redimensionnement prendrait environ 1 heure et leur avons offert du champagne gratuit pour les garder confortablement sur les lieux. Étant donné que cette bague est enregistrée dans notre système comme votre propriété légale et que vous confirmez officiellement qu'elle a été volée, comment souhaitez-vous exactement que nous procédions? Je peux demander à mon service de sécurité de verrouiller les portes d'entrée dès maintenant et de contacter les autorités locales immédiatement. Une satisfaction féroce et incroyablement sombre s'est enflammée intensément dans ma poitrine. Je pouvais mettre fin à toute la comédie dès maintenant. Je pouvais laisser la police entrer directement dans cette boutique chic, passer des menottes en métal lourdes à Preston devant sa toute nouvelle fiancée, et laisser les choses se passer comme elles le devaient. Mais je me suis arrêté et j'ai pensé à ma mère. J'ai pensé à mon père se tenant faiblement dans le couloir, me proposant de faire un chèque pour étouffer ma douleur sous le tapis. Je ne voulais pas seulement que Preston fasse face à la loi. C'était trop facile. Je voulais que mes parents soient forcés de regarder leur château de cartes soigneusement construit s'effondrer en temps réel. Je voulais qu'ils s'étouffent avec la rude réalité du monstre qu'ils avaient réussi à créer. Monsieur Winston, ai-je dit, ma voix complètement stable. N'appelez pas la police tout de suite. Faites gagner du temps. Dites-leur que la bague nécessite une technique laser hautement spécialisée qui prendra quelques heures de plus à réaliser sans endommager le sertissage. Dites-leur de partir et de revenir à 15 heures exactes pour la récupérer. Êtes-vous absolument certain, monsieur? Nous avons la possession de la bague en toute sécurité dans le coffre-fort à l'arrière. Nous n'avons légalement pas à la lui rendre. Gardez la bague verrouillée dans le coffre-fort, ai-je confirmé. Compris parfaitement, monsieur Julien. Nous allons sécuriser agressivement votre propriété et attendons votre arrivée à 15 heures. J'ai raccroché le téléphone et j'ai levé les yeux vers Harrison, qui me fixait avec des yeux incroyablement grands depuis l'autre côté de l'îlot de cuisine. Que s'est-il passé? Qui était-ce? A demandé Harrison, se penchant en avant. Ils l'ont apporté chez le bijoutier pour la faire redimensionner. Le bijoutier a reconnu le numéro de série sur le diamant. J'ai laissé échapper un lourd soupir qui était à moitié un rire, à moitié un soupir de soulagement massif. Ils ont la bague verrouillée dans le coffre-fort. Harrison a levé son poing agressivement en l'air. Oui. Appelle les flics tout de suite, Julien. Enfonce-le.
Je vais absolument l'enfoncer, ai-je dit, ouvrant à nouveau ma liste de contacts. Mais d'abord, je dois m'assurer que tout le public est présent pour le spectacle. J'ai fait défiler vers le bas et j'ai appuyé sur le nom d'un avocat d'affaires impitoyable avec qui j'avais travaillé étroitement sur un litige de contrat très désordonné quelques années auparavant. J'avais besoin de conseils juridiques blindés sur le grand vol, la récupération de propriété et exactement le degré d'influence que je détenais avant d'entrer dans cette bijouterie. J'ai passé toute l'heure suivante au téléphone à arpenter le sol et à prendre des notes méticuleuses et détaillées sur un bloc-notes jaune. L'avocat a confirmé exactement ce que je suspectais. Parce que la bague était évaluée bien au-dessus du seuil de félonie, c'était un crime grave. Si je déposais un rapport de police officiel, le procureur d'État pouvait retenir les accusations même si je décidais plus tard de les abandonner. Preston jouait imprudemment avec le feu et il était complètement recouvert d'essence. Vers midi, mon téléphone a vibré fortement sur la table. Un message texte de mon cousin Félix a surgi. « Salut Julien, j'ai entendu dire que les choses sont devenues complètement folles à la maison hier. Tante Béatrice perd la tête avec tout ce drame. Je t'appelle juste pour prendre de tes nouvelles, mec. Rappelle-moi quand tu peux. » J'ai levé les yeux au ciel de dégoût. Félix était le neveu préféré absolu de ma mère. C'était le commère désigné de la famille, l'espion loyal qui rapportait toujours au navire amiral avec des informations. Si Félix me contactait maintenant, cela signifiait que mes parents devenaient incroyablement désespérés d'obtenir des informations sur mon prochain coup et l'utiliser pour chercher des détails. J'ai décidé de l'utiliser en retour. J'ai appuyé sur appeler. « Julien, mec, je suis tellement désolé pour tout ce drame, » a dit Félix immédiatement, sa voix débordant d'une fausse empathie épaisse. « Écoute, ta mère est une épave absolue aujourd'hui. Elle pleure non-stop dans le salon. Preston se sent terriblement mal à propos de la dispute. Il a dit qu'il a juste paniqué parce qu'il voulait offrir à Hazel une demande en mariage de rêve et s'est senti inadéquat. Il n'a pas paniqué, Félix. Il a prémédité un vol qualifié, ai-je dit froidement, coupant à travers ses excuses. Allez, mec. N'utilise pas de mots durs comme ça, a reculé rapidement Félix, semblant nerveux. C'est la famille. Tu sais exactement comment est Preston. Il ne réfléchit pas aux choses. Oncle Richard est plus que prêt à te donner le cash aujourd'hui. Pourquoi ne prends-tu pas simplement l'argent, achète à Clara une bague encore plus grande, et laisse toute cette histoire de côté? Si tu ruines les fiançailles de Preston, tu vas déchirer la famille de manière permanente. Est-ce qu'un bijou vaut vraiment un divorce familial? Un divorce familial? J'ai répété la phrase, les mots ayant un goût amer sur ma langue. Tu penses réellement que c'est moi qui initie le divorce? Ma mère lui a donné le code de déverrouillage privé de mon coffre-fort. Félix, ne fais pas l'idiot avec moi. Je sais que tu sais. Silence à l'autre bout. J'avais deviné juste. Tout le cercle intime savait exactement comment Preston avait mis les mains sur la bague. Écoute, ai-je continué en adoptant délibérément un ton las et vaincu. J'avais besoin qu'il croie fermement que je craquais sous l'immense pression. Je veux juste que ce cauchemar se termine. Le stress tue Clara. Dis à mes parents que je suis prêt à les rencontrer pour régler cela discrètement. Vraiment? Félix semblait sincèrement et profondément soulagé. C'est énorme, Julien. Tu fais ce qu'il faut. Où veux-tu les rencontrer? À la banque? Non, ai-je dit en posant soigneusement le piège en acier. Preston a apporté la bague chez Crystal Jewelers ce matin pour la faire redimensionner pour Hazel. Ils m'ont appelé parce que mon nom est sur le registre. J'ai dit au bijoutier de la bloquer. Dis à mes parents et à Preston de me rejoindre chez Crystal Jewelers à 15 heures précises. Dis-leur d'apporter le chéquier. Si papa me paye exactement ce que vaut la bague, je signerai les papiers de transfert de propriété directement là-bas au magasin et Preston pourra garder la bague pour Hazel. Oh, Dieu soit loué, a respiré fortement Félix. Tu es le plus grand homme, Julien. Je vais leur dire tout de suite. Ils seront certainement là. J'ai raccroché le téléphone et je l'ai jeté sur le comptoir. Je me sentais physiquement malade, un nœud sombre et tordu d'adrénaline, de colère et de chagrin profond. Je venais de mentir effrontément à ma famille, mais c'était le seul moyen absolu de les réunir tous dans une seule pièce dans un cadre hautement public où ils ne pourraient pas crier, manipuler ou déformer la vérité éclatante. Les heures entre midi et 15 heures se sont étirées comme de la mélasse froide et épaisse.
L'anticipation vibrait dans mes os. J'ai conduit jusqu'à mon ancien appartement, que Clara et moi étions encore dans le processus ennuyeux de nettoyer, spécifiquement pour récupérer ma lourde boîte de documents ignifuges. À l'intérieur de cette boîte se trouvaient les reçus détaillés d'origine de chez Crystal Jewelers, le certificat d'authenticité officiel du GIA pour le diamant, et le document d'évaluation détaillé que j'avais demandé à des fins d'assurance. Chaque document portait mon nom légal complet, ma signature et la date exacte d'achat clairement et grassement imprimée. J'ai placé les documents méticuleusement dans une pochette de présentation en cuir noir élégante. Ce n'était pas seulement une confrontation familiale. C'était une exécution hautement calculée de la vérité et j'apportais la hache de l'exécuteur en toute sécurité dans ma mallette. À 14h15, mon téléphone a vibré avec un message entrant. C'était de Preston. J'ai fixé niaisement l'écran lumineux. Une vague glaçante et nauséabonde d'un dégoût absolu a balayé tout mon corps. Je t'aime, mec. L'audace pure et sans mélange de voler dans mon coffre-fort verrouillé. Mentir directement à mon visage. Se cacher lâchement derrière la richesse de nos parents. Et ensuite envoyer un texto informel en agissant comme si je lui faisais simplement une petite faveur fraternelle. Il croyait honnêtement et véritablement qu'il avait gagné. Il croyait qu'une fois de plus, l'univers se plierait miraculeusement pour s'adapter à ses désirs égoïstes et que j'absorberais volontiers le coût financier et émotionnel massif juste pour maintenir la paix. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement glissé le téléphone en silence dans la poche de mon costume. Je m'étais habillé très soigneusement pour cette occasion spécifique. Un costume anthracite parfaitement ajusté, une chemise blanche nette, pas de cravate. Je voulais ressembler exactement à l'adulte à succès, responsable et imperturbable qu'il me punissait toujours d'être. Je suis arrivé chez Crystal Jewelers à 14h45 précise. La boutique était située dans une promenade commerçante extérieure haut de gamme et hautement sécurisée, bordée de magasins de créateurs de luxe et de stands de voituriers. Les lourdes doubles portes en verre du bijoutier étaient gardées par un homme en costume sombre qui a hoché la tête avec respect alors que j'approchais. Je suis entré dans l'air frais et parfaitement climatisé de l'immense salle d'exposition. L'éclairage était méticuleusement conçu pour faire exploser chaque diamant dans les vitrines en verre impeccable d'un feu aveuglant. Monsieur Winston m'a vu immédiatement et est sorti de derrière le comptoir arrière en acajou. C'était un homme plus âgé, impeccablement vêtu d'un costume bleu marine ajusté avec des yeux sombres et très intelligents qui avait clairement vu des décennies d'intenses drames humains se jouer sur des pierres coûteuses. Monsieur Julian, il a tendu une main ferme. Je suis très heureux que vous soyez ici. Merci pour votre plus grande discrétion, Monsieur Winston. J'ai serré sa main fermement, appréciant son professionnalisme. Est-ce que absolument tout est préparé comme nous l'avons discuté? Tout l'est, a-t-il hoché la tête, baissant la voix pour que le reste du personnel ne puisse pas entendre. La bague reste en toute sécurité dans le coffre-fort arrière. J'ai les images de sécurité haute définition prêtes à être jouées sur la tablette dans la salle de visionnage privée juste derrière ce mur. Et comme précaution supplémentaire nécessaire, étant donné l'immense montant d'argent impliqué et votre confirmation du vol, j'ai pris la liberté de contacter un collègue de confiance dans les forces de l'ordre local. Le détective Lawson attend silencieusement dans le bureau arrière. Il est techniquement hors service, agissant à titre de sécurité privée pour le magasin aujourd'hui, mais il est pleinement préparé à intervenir, s'interposer et prendre une déclaration officielle si vous le demandez. J'ai ressenti une vague massive de gratitude envers cet homme. Il ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam, mais il reconnaissait une victime en train d'être exploitée et il n'allait absolument pas laisser son magasin prestigieux être utilisé pour faciliter un crime familial. Merci. C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment, ai-je dit, sentant ma posture se redresser. Il devrait arriver d'une minute à l'autre. Je leur ai dit que je venais ici pour signer les papiers de transfert et accepter un chèque de mon père. Monsieur Winston a levé un sourcil argenté, un brin de sourire sombre sur son visage. Une tactique très intelligente pour assurer leur présence. Nous allons jouer le jeu complètement jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Je me tenais près des vitrines d'exposition avant, mon dos parfaitement droit, mes mains croisées lâchement devant moi, observant les portes en verre à travers le reflet de la vitrine. À 14h58 précise, un élégant SUV de luxe argenté s'est arrêté brusquement devant le stand de voiturier à l'extérieur, la voiture de mon père. Les portes sont ouvertes et tout le cirque en est sorti. Mon père est apparu en premier, semblant incroyablement stressé et épuisé, tenant activement un chéquier en cuir dans sa main moite. Ma mère est sortie ensuite,
portant ses lunettes de soleil de créateur surdimensionné caractéristiques et un foulard en soie, regardant autour de la promenade haut de gamme avec un sentiment d'appartenance suffisant et prétentieux. Et puis est venu Preston, tenant fermement la main de Hazel. Hazel semblait absolument radiante, portant une jolie robe d'été jaune, entièrement inconsciente du fait terrifiant qu'elle marchait directement vers un abattoir. Preston avait un large sourire incroyablement arrogant plaqué sur le visage. Il montrait l'enseigne du magasin à Hazel, lui racontant probablement une histoire romantique fabriquée sur la façon dont il avait commandé la bague sur mesure ici juste pour elle. Je les ai vus marcher vers les portes en verre. Pendant une fraction de seconde, une pointe de culpabilité fantôme a tiré intensément sur ma poitrine. Cela allait absolument détruire Hazel. Elle était un dommage collatéral innocent dans la guerre toxique et sans fin de ma famille. Mais j'ai rapidement durci mon cœur et repoussé la culpabilité. Si je ne stoppais pas cela tout de suite, Preston passerait le reste de sa pitoyable vie à lui mentir, la traînant dans son vortex de tromperie et de ruine financière. La vérité allait lui faire terriblement mal aujourd'hui, mais vivre dans le mensonge finirait par détruire toute sa vie. Le garde de sécurité a tiré la lourde porte, et ils sont tous les quatre entrés dans la salle d'exposition silencieuse et résonnante. Ma mère m'a repéré en premier. Elle a retiré ses lunettes de soleil surdimensionnées, forçant un sourire étriqué et complètement contre nature sur son visage. « Julian, mon chéri », a-t-elle dit, sa voix résonnant légèrement sur les sols en marbre poli. Elle a marché rapidement vers moi, ses bras tendus pour une étreinte maternelle. J'ai fait un pas en arrière délibéré et très visible, gardant mes mains fermement le long de mon corps. Ses bras sont tombés à plat. Son faux sourire a fléchi instantanément. « Finissons juste avec ça », ai-je dit, ma voix se projetant clairement à travers la pièce calme. Preston s'est avancé juste à côté de ma mère, frappant ses mains l'une contre l'autre avec enthousiasme. « Frérot, c'est tellement bon de te voir. Sérieusement, merci de faire ça. » Hazel était tellement inquiète ce matin quand le bijoutier a dit qu'il y avait un blocage avec la taille. Je lui ai dit que c'était juste un petit problème de paperasse à régler. Il a regardé Hazel, qui m'a souri chaleureusement et sincèrement. « Salut, Julian. Preston m'a dit que tu l'aidais à régler le transfert d'assurance pour la bague. C'est tellement gentil de ta part de prendre le temps. » J'ai fixé directement Hazel, mon expression complètement illisible. « Le transfert d'assurance, c'est ça ?» Mon père s'est avancé avec empressement, ouvrant son chéquier en cuir et sortant un stylo. « Julian, j'ai le chèque juste ici. J'ai rajouté 5 000 $ au-dessus de ce que tu m'as dit avoir payé pour tes ennuis et ton désagrément. Sinon juste ce que ce monsieur a besoin que nous signions et nous pourrons tous aller prendre un dîner tôt ensemble pour célébrer les fiançailles. » Monsieur Winston est sorti de la salle de visionnage privé en portant ma boîte en velours bleu foncé sur un petit plateau de présentation en argent. Il a marché lentement et l'a placé soigneusement sur le comptoir en verre juste entre nous. Les yeux de Preston s'en sont illuminés d'une avidité absolue. Il a immédiatement tendu la main pour attraper la boîte du plateau avant même que ses doigts ne puissent frôler le velours doux. Ma main a jailli comme l'éclair, s'abattant lourdement sur la boîte, la plaquant agressivement contre le comptoir en verre. « Ne la touche pas », ai-je dit, le venin dans ma voix s'échappant enfin, congelant l'air dans la pièce. Preston a reculé brusquement, regardant mes parents sous le choc pour demander de l'aide. « Ouais, Julian, calme-toi, mec. Papa a le chèque juste là dans sa main. » J'ai lentement retiré ma main de la boîte, j'ai ouvert la fermeture éclair de ma pochette en cuir noir et j'ai sorti l'épaisse pile de documents d'origine. Je les ai étalés délibérément sur le comptoir en verre, côte à côte, face à eux, le reçu d'achat d'origine, le certificat d'authenticité officiel, l'évaluation d'assurance détaillée, portant tous mon nom légal en lettres noires grasses. Il n'y a absolument aucune paperasse à transférer, ai-je dit, ma voix résonnant fort dans le silence soudain et étouffant de la bijouterie. Il n'y a aucun chèque qui puisse régler cela. Je ne vous ai pas fait venir ici pour négocier une vente. Le visage de ma mère s'est complètement vidé de sa couleur. Julian, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous avions un accord avec Félix? Non, maman. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon regard rempli de 30 ans de rancœur. Tu avais une illusion. Je vous ai fait venir ici pour montrer à Hazel exactement avec qui elle se marie, et pour vous montrer que vos jours à sortir ce voleur de ses crimes sont officiellement et définitivement terminés. Je me suis légèrement tourné et j'ai hoché la tête vers Monsieur Winston. Monsieur Winston a tapoté l'oreillette dans son oreille droite.
La lourde porte en chaîne du bureau arrière a cliqué fort en s'ouvrant et la tempête a officiellement touché terre. La lourde porte en chaîne massive du bureau arrière de Crystal Jewelers a cliqué en s'ouvrant avec un son qui semblait résonner comme un coup de feu dans le calme impeccable de la salle d'exposition. La tempête que j'avais méticuleusement préparée avait officiellement touché terre et il n'y avait absolument aucun moyen de revenir en arrière désormais. Le détective Lawson est sorti lentement dans la salle d'exposition brillamment éclairée. C'était un homme grand, incroyablement imposant, vêtu d'un costume civil sombre et élégant, mais il portait en lui l'autorité lourde et inconfondable de quelqu'un qui avait passé des décennies à traiter avec la pire espèce de la nature humaine. Il n'a pas dit un seul mot au début. Il s'est simplement tenu là, un vétéran aguerri des forces de l'ordre, ses yeux perçants balayant méthodiquement le groupe devant lui. Ses mains reposaient nonchalamment près de sa ceinture en cuir, juste à côté de son insigne, radiant une pression silencieuse qui a instantanément aspiré tout l'oxygène de la pièce. L'atmosphère entière dans la bijouterie haut de gamme a basculé si violemment qu'on aurait dit que la pression barométrique avait chuté avant un ouragan. On pouvait littéralement entendre une épingle tomber sur le sol en marbre poli. Hazel a été la toute première à briser le silence étouffant. Elle a regardé frénétiquement l'imposant détective, puis le visage sévère de Monsieur Winston, et enfin elle a baissé les yeux vers la pochette en cuir noir brillante que j'avais étalée agressivement sur le comptoir en verre. Elle a lentement tendu la main, ses doigts tremblant si fort qu'elle pouvait à peine saisir le papier, et elle a ramassé le certificat d'authenticité officiel du GIA. Elle a lu mon nom légal complet imprimé en gras en noir tout en haut. Elle a lu la date exacte d'achat, qui était de 3 semaines entières avant que Preston ne prétende être allé faire les magasins pour lui trouver la bague parfaite. Elle a lu la description détaillée du diamant taille princesse de 3 carats, la pierre exacte qui était actuellement assise sur son annulaire gauche. Elle s'est retournée lentement pour faire face à Preston. L'éclat radieux et incroyablement heureux d'une femme nouvellement fiancée avait complètement disparu de son visage en l'espace de quelques secondes, remplacé par une réalisation creuse, écœurante et terrifiante. Preston, a dit Hazel, sa voix étant à peine un murmure, pourtant elle résonnait fort dans la pièce douloureusement silencieuse. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce papier d'évaluation officiel porte-t-il le nom de Julian? Pourquoi dit-il qu'il a acheté cela il y a près d'un mois? Le visage de Preston est passé par une série rapide et terrifiante de changements de couleur. D'abord, un rouge vif et embarrassé, puis un blanc pur et absolu, et enfin une nuance de gris maladive et nauséabonde. Il a ouvert la bouche, sa mâchoire bougeant de haut en bas, mais absolument aucun mot n'en est sorti. Il a regardé désespérément ma mère pour obtenir une bouée de sauvetage, exactement de la même manière qu'un enfant coupable regarde son parent pour le sauver lorsqu'il est pris la main dans le sac avec le pot de biscuits. C'est juste un énorme malentendu, Hazel, ma chérie, s'est interposée ma mère immédiatement, sa voix débordant de ce ton faux, trop apaisant et armé qu'elle utilisait pour manipuler chaque situation de nos vies. Elle a tendu sa main manucurée pour arracher agressivement le papier des doigts tremblants de Hazel. Julian fait preuve d'une mesquinerie incroyable aujourd'hui. Nous avions un arrangement familial privé concernant le paiement financier de ce bijou. Et Julian a un changement d'avis soudain pour causer du drame. Il essaie activement d'humilier son jeune frère en public pour un simple désaccord financier. Tu sais comment sont les frères et sœurs. Un simple désaccord financier, ai-je répété, ma voix coupant son dégoûtant réseau de mensonges comme un couteau cranté chaud. J'ai ignoré ma mère complètement et j'ai regardé directement dans les yeux remplis de larmes de Hazel. Hazel, écoute-moi très attentivement. J'ai acheté cette bague pour Clara. J'ai économisé mon salaire pendant très longtemps pour me l'offrir. Hier matin, pendant que je prenais une douche, Preston a utilisé un code de déverrouillage volé pour entrer dans mon coffre-fort personnel verrouillé à l'intérieur du placard de ma chambre. Il a volé ma propriété. Il l'a mise à ton doigt hier soir après le dîner et t'a menti en face en te disant qu'il l'avait acheté. C'est un menteur pathologique et c'est un voleur qualifié. Tais-toi, a finalement crié Preston, sa voix craquant hystériquement, résonnant sur les vitrines en verre. Il a pointé un doigt tremblant et accusateur directement vers ma poitrine. Tu fais toujours ça. Tu essaies toujours d'absolument tout ruiner pour moi. Tu aurais pu simplement prendre le chèque de papa. Tu as un salaire d'exécutif massif, Julian. Tu finalises des transactions immobilières commerciales coûteuses cette semaine. Tu n'as même pas besoin de cette bague. J'en avais besoin pour prouver que j'étais à la hauteur. Tu es tellement incroyablement égoïste. Hazel a physiquement reculé de lui comme s'il venait de se transformer en un serpent venimeux. Elle a fait 3 grands pas trébuchants en arrière,
ses yeux grands ouverts d'une horreur pure et sans mélange. Elle regardait l'homme qu'elle avait heureusement accepté d'épouser seulement 12 heures plus tôt, et elle voyait un étranger complet et terrifiant. Elle voyait un monstre qui avait construit toute leur relation sur une fondation de sable et de tromperie. Tu l'as volé, a étouffé Hazel, de lourdes larmes se rassemblant rapidement dans ses yeux et coulant sur ses joues. Tu m'as demandé en mariage avec la propriété volée de ton propre frère. Mon Dieu, Preston, je pensais que tu étais juste mauvais avec tes finances personnelles. Je pensais que tu luttais juste avec des dettes de carte de crédit. Je ne savais pas que tu étais un criminel littéral. Hazel, bébé, s'il te plaît, tu dois m'écouter. Preston s'est lancé en avant, essayant désespérément de lui attraper les mains, mais elle a repoussé ses bras avec une force incroyable. Je l'ai fait pour nous. Je voulais que tu aies la demande en mariage de tes rêves. Je voulais te donner quelque chose de beau que tu méritais. Julian a tout ce qu'il veut sur un plateau. Ce n'est pas juste que je n'ai rien. Ce qui n'est pas juste, a finalement dit le détective Lawson, sa voix grave et éraillée commandant une attention totale et absolue dans la pièce, c'est de commettre un grand vol, un crime grave dans cet état. Et de s'attendre à ce qu'un établissement commercial légitime facilite aveuglément la dissimulation de votre crime. Monsieur, je vais vous demander de vous éloigner de la jeune demoiselle tout de suite, ou je vais vous retirer physiquement de son espace personnel. Mon père était resté parfaitement immobile tout ce temps, figé comme une statue, son visage enfoui profondément dans ses mains tremblantes. Il a finalement levé les yeux, ses yeux fortement injectés de sang. Son visage avait pris 10 ans en 10 minutes. Il a regardé l'imposant détective, puis s'est tourné vers moi. Julian, je te supplie, s'il te plaît, a supplié mon père, sa voix se brisant. J'ai le chéquier juste ici dans ma poche. Nous pouvons engager un avocat de premier ordre cet après-midi pour rédiger quel que soit l'accord de règlement en béton que tu souhaites. Nous pouvons régler cela en privé au sein de la famille. Ne porte pas d'accusations officielles. Une condamnation pour crime va complètement ruiner toute sa vie. Cela va détruire ses perspectives de carrière future. S'il te plaît, mon fils. J'ai fixé mon père, ressentant une tristesse profonde et lourde mélangée parfaitement à ma colère bouillonnante. Son avenir, papa? Et mon avenir? Et la tranquillité d'esprit de Clara? Tu étais parfaitement prêt à laisser Preston détruire complètement ma vie, violer ma confiance et voler ma propriété juste pour le garder à l'aise et maintenir la paix dans ta maison. Tu as encouragé ce comportement pendant 30 ans. Tu as construit cette situation exacte. Tu as créé ce monstre. Ma mère, réalisant soudainement que ses tactiques habituelles et fiables de manipulation émotionnelle et d'inversion des rôles échouaient spectaculairement devant les forces de l'ordre, a complètement perdu son reste de sang-froid. Elle s'est tournée agressivement vers Monsieur Winston, son visage déformé par un masque de privilège fortuné. Combien, a-t-elle exigé, fouillant agressivement ses mains dans son sac de créateur coûteux. Combien d'argent voulez-vous pour effacer définitivement ces images de sécurité et prétendre que cet incident ridicule ne s'est jamais produit? Je peux vous faire un chèque massif tout de suite. Donnez votre prix exact. 5 000? 10 000? 20 000? J'ai un héritage massif. Je peux me le permettre. Je vais vous payer généreusement pour votre silence absolu. Monsieur Winston l'a regardé avec une expression d'un dégoût si profond et si glacial que cela m'a rendu incroyablement fier de lui avoir donné mes affaires. Madame, a dit Monsieur Winston glaciquement, ajustant sa veste de costume. Ma mère a octé fortement, serrant son collier de perles sous un choc véritable et sans mélange. C'était une femme qui était entièrement habituée à s'acheter une sortie de n'importe quel inconfort ou problème juridique sans effort, et frapper un mur solide et inamovible de moralité a complètement brisé sa réalité. Hazel hyperventilait maintenant, prenant de courtes bouffées d'air rapide. Elle a regardé le diamant massif et étincelant qui brillait sur sa main gauche. Il semblait soudainement être un fardeau toxique et lourdement radioactif. Elle a attrapé la bague avec sa main droite, la tirant agressivement par-dessus sa jointure, égratignant sa propre peau au passage. Non, Hazel, s'il te plaît ne fais pas ça. Preston est tombé lourdement à genoux directement là sur le sol poli de la salle d'exposition. Il pleurait ouvertement maintenant, un sanglot pathologique, fort et convulsif qui résonnait terriblement à travers la boutique haut de gamme. Je t'aime tellement. Je vais t'en acheter une nouvelle, une vraie. Je promets que je vais changer. Ne me contacte plus jamais de toute ta vie, a dit Hazel, sa voix tremblant d'une dévastation absolue et brute.
Elle a pratiquement jeté la lourde bague en platine sur le comptoir d'exposition en verre. Elle a atterri juste à côté de ma boîte en velours bleu vide avec un tintement net et final. Tu es profondément malade, Preston. Toute ta famille est malade et tordue. Elle s'est retournée brusquement et a couru vers les portes en verre de l'entrée. Le garde de sécurité les a rapidement ouvertes et elle s'est enfuie sous le vif soleil de l'après-midi, disparaissant rapidement dans le parking bondé, laissant tout son avenir derrière elle. Preston s'est effondré complètement sur le sol, se roulant en position fétale, enfouissant son visage dans ses mains, hurlant fort comme un enfant blessé. Ma mère s'est immédiatement laissée tomber sur le sol juste à côté de lui, enroulant ses bras protecteusement autour de lui, me fixant depuis le sol avec une haine venimeuse et totalement déséquilibrée. « Es-tu complètement heureux maintenant, Julian ?» a-t-elle sifflé, son mascara coûteux coulant en traînée sombre sur son visage. « Tu as systématiquement détruit sa belle relation. Tu as brisé son cœur en 1 million de morceaux. Tu es une personne cruelle, vicieuse et vindicative, et j'ai honte de t'appeler mon fils. Je n'ai pas volé la bague dans un coffre-fort verrouillé, maman, ai-je dit froidement, tendant la main, ramassant la bague en diamant de Tacht, et la replaçant doucement à sa place légitime à l'intérieur de la boîte en velours bleu. J'ai refermé le couvercle d'un coup sec. Le son était comme une lourde porte de coffre-fort se fermant sur notre relation. Preston a fait son propre choix de commettre un crime. Tu as fait ton propre choix de l'aider et l'encourager quand tu lui as donné mon code de coffre-fort privé. C'est exactement à cela que ressemblent les conséquences de ces choix. Bienvenue dans le monde réel où ton argent ne peut pas te sauver. J'ai tourné mon attention avec respect vers le détective Lawson. Détective, j'ai ma propriété volée en ma possession. J'ai les images de sécurité sécurisées auprès de Monsieur Winston. Je vais quitter les lieux maintenant. Je vais parler abondamment avec mon avocat d'affaires cet après-midi pour déterminer si nous poursuivons avec une poursuite civile pour préjudice moral ou des accusations criminelles concernant l'effraction. Mon père a physiquement sursauté, ses épaules tressaillant violemment au mot poursuite. Il s'est penché et a attrapé ma mère fermement par le haut du bras, la tirant agressivement sur ses pieds. « Lève-toi, Margaret » a tranché mon père. Sa voix était soudainement incroyablement dure, complètement dépourvue de son ton passif et accommodant habituel. « Lève-toi tout de suite et Preston, lève-toi de ce foutu sol. Tu es en train de nous humilier activement en public. » C'était la toute première fois de toutes mes 32 années d'existence que j'entendais mon père parler à ma mère ou à Preston avec ce niveau de colère et de dégoût véritable et non filtré. Mon père m'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange terrifiant et déchirant de honte profonde et de défaite totale. « Nous partons maintenant. Je suis tellement désolé, Julian. Je le suis vraiment profondément. Je t'ai déçu. » Il a littéralement traîné Preston hors du magasin par le col arrière de sa chemise, ma mère le suivant frénétiquement derrière eux, sanglotant fort et rajustant sa robe. Je me suis tenu silencieusement dans la salle d'exposition calme et j'ai regardé leur SUV de luxe s'éloigner. Je les ai vus partir dans le trafic. J'avais ma bague en sécurité dans ma poche, mais je me sentais incroyablement et profondément creux à l'intérieur. J'avais enfin gagné une bataille massive, mais c'était une guerre que je n'aurais jamais dû avoir à mener contre mon propre sang en premier lieu. J'ai remercié chaleureusement Monsieur Winston et le détective Lawson pour leur professionnalisme incroyable et leur soutien inébranlable. J'ai remballé mes documents juridiques, je suis sorti jusqu'à ma voiture, et j'ai conduit directement chez Harrison où Clara m'attendait anxieusement. Quand j'ai franchi la porte d'entrée et que j'ai sorti en silence la boîte en velours bleu de ma poche, elle n'a pas demandé à voir le diamant. Elle n'a pas demandé les détails de la dispute. Elle a simplement enroulé ses bras fermement autour de mon cou, m'a tenu contre sa poitrine, et m'a laissé enfin, après des jours d'adrénaline, craquer et pleurer. 3 très longues et épuisantes journées plus tard, les retombées chaotiques immédiates de la bijouterie ont commencé à se tasser lentement dans une nouvelle et sombre réalité. Clara et moi avons officiellement finalisé la paperasse de notre transaction immobilière, déplaçant enfin nos piles sans fin de carton dans notre belle nouvelle maison. Nous étions assis silencieusement sur le sol en bois franc nu de notre salon vide, mangeant de la pizza à emporter bon marché, essayant de trouver un moment de paix, lorsqu'un coup doux et hésitant s'est fait entendre à la porte d'entrée. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte pour trouver mon père se tenant seul sur le porche. Il semblait absolument terrible. Il semblait avoir pris encore 10 ans en seulement 72 heures. Les cernes sous ses yeux étaient d'un violet sombre. Il tenait une petite plante en pot générique comme cadeau de crémaillère, semblant incroyablement mal à l'aise et déplacé,
se tenant sur le pas de la porte du fils qu'il n'avait pas réussi à protéger. « Puis-je entrer une minute » a-t-il demandé doucement, sa voix étant rauque. J'ai hésité, les murs de mes limites s'élevant instantanément. Mais Clara a marché derrière moi, a posé une main douce et rassurante sur mon épaule, et a hoché la tête doucement. Je me suis écarté, laissant la porte ouverte. Mon père a marché lentement dans le salon, regardant autour des cartons non déballés et des murs fraîchement peints. Il a catégoriquement refusé de s'asseoir sur les chaises pliantes que nous avions installées. Il s'est simplement tenu là, au centre de la pièce, serrant fermement la plante en pot contre sa poitrine comme un bouclier. « Je voulais juste apporter ceci pour la nouvelle maison », a-t-il dit maladroitement, la posant soigneusement sur le comptoir de la cuisine. « Et je voulais te dire que Preston a officiellement perdu son travail hier matin. » Hazel travaillait dans le même bâtiment d'entreprise au niveau juste en dessous du sien. Elle était complètement dévastée. Elle a raconté à tout son département exactement ce qui s'était passé avec la bague volée. Les ragots se sont répandus dans l'entreprise comme un feu de forêt dévastateur. Et sa direction supérieure a décidé que son manque d'éthique faisait de lui un risque massif. Ils l'ont renvoyé pour faute grave. Il n'a aucune indemnité de départ. Je n'ai ressenti aucune étincelle de joie ou de vindicte en entendant cette nouvelle. Je me sentais juste incroyablement fatigué. C'est sa propre faute, papa. Il a fait son lit et maintenant il doit s'y coucher. Il doit apprendre que les actions ont des conséquences graves. Je sais. Mon père a poussé un lourd soupir, fixant intensément les planches du sol. Ta mère perd complètement la tête à ce sujet. Elle essaie frénétiquement d'engager des avocats du travail coûteux pour poursuivre l'entreprise pour licenciement abusif. Elle est complètement aveugle à la réalité de ce qu'il a réellement fait. Elle pense toujours qu'il est la victime. Mais je ne suis plus aveugle, Julian. Je le vois clairement maintenant. Je vois ce que nous t'avons fait. Ce que j'ai laissé faire en lâche pendant toutes ces années. Les excuses ne changent pas le passé, papa. Et elles n'effacent pas le traumatisme, ai-je dit fermement, gardant ma position. J'ai besoin de limites strictes pour la suite. Je vais me marier avec Clara. Nous construisons une nouvelle vie ici. Nous allons avoir nos propres enfants éventuellement. Je ne peux absolument pas avoir le chaos toxique de Preston ou la permissivité de maman près de ma famille. Je comprends parfaitement. Mon père a hoché la tête lentement, de lourdes larmes montant dans ses yeux fatigués. Il s'est retourné lentement et a quitté la maison. Je l'ai regardé à travers la fenêtre alors qu'il marchait lourdement vers sa voiture, me demandant au fond de mon esprit si c'était la dernière fois que j'aurais une conversation civile avec lui. Je n'avais absolument aucune idée que la véritable explosion massive nous attendait encore juste au coin de la rue quelques semaines plus tard. Et mon père était sur le point de porter le coup fatal ultime à l'empire familial. 2 semaines ont passé dans un silence relatif. L'incident de la bijouterie semblait être un cauchemar sombre et s'évanouissant. La bague sur mesure était maintenant solidement placée sur le doigt de Clara après une demande en mariage très privée, incroyablement calme et émouvante directement là dans notre nouveau salon vide, entouré de cartons non déballés et de la promesse d'un avenir paisible. Nous étions heureux. Nous étions intentionnellement isolés de la folie de ma famille. Mais la paix est une marchandise très fragile et rare dans mon sang, et elle ne dure absolument jamais longtemps. J'étais assis calmement à mon bureau à domicile un mardi après-midi, révisant agressivement des rapports financiers trimestriels complexes pour ma société de logistique lorsque mon téléphone portable a vibré violemment sur le bureau. J'ai regardé l'identifiant de l'appelant, c'était mon cousin Félix à nouveau. Contre mon bien meilleur jugement, sachant qu'il était le commère de la famille, j'ai répondu à l'appel. « Julian, tu dois abandonner tout ce que tu fais et regarder les comptes de réseaux sociaux de Preston tout de suite, » a dit Félix en sautant complètement toute salutation polie, sa voix haletante de choc. Genre tout de suite à 7 secondes même. Félix, j'ai bloqué Preston et maman sur absolument chaque plateforme. Je m'en fiche de ce qu'il fait de sa vie misérable. Il est probablement en train de poster des citations tristes et pitoyables sur la trahison familiale pour obtenir de la sympathie et de l'argent de tante Béatrice. Non mec, tu ne comprends pas. Il vient de poster une photo de fiançailles massive, a dit Félix, lâchant l'information comme une grenade dégoupillée. Je me suis figé, mes doigts survolant mon clavier. Quoi? Une photo de fiançailles? Lui et Hazel ont rompu dans un désastre enflammé il y a exactement 2 semaines. Qui diable dans son bon sens est engagé avec lui? Penelope Harrington a lâché Félix, et le silence sur la ligne était assourdissant.
Mon sang est devenu complètement glacé. Penelope Harrington. Je savais exactement qui c'était. C'était la fille de 22 ans, très abritée, de Monsieur Charles Harrington, le partenaire d'affaires en immobilier commercial incroyablement riche et hautement influent de mon père. Monsieur Harrington possédait un empire massif de propriétés et mon père était un partenaire minoritaire détenant des actions significatives dans plusieurs de ses plus grandes sociétés de développement. Penelope était largement connue dans nos cercles sociaux élitistes comme une fille douce et incroyablement naïve qui avait un accès total et non restreint à un fonds fiduciaire de plusieurs millions de dollars et à un héritage futur qui pourrait facilement acheter une petite nation insulaire. « Tu es absolument en train de me plaisanter » ai-je murmuré, ouvrant le navigateur de mon ordinateur portable, ouvrant un compte de réseau social anonyme secondaire que j'utilisais pour des études de marché et cherchant rapidement le profil très public de Preston. Elle était là, juste en haut de son fil d'actualité. Une photographie brillante, clairement prise par un professionnel, de Preston se tenant sur le pont d'un yacht privé prêté, tenant Penelope fermement par la taille. Elle portait une bague en diamant massive et incroyablement voyante qui ressemblait étrangement à une bague de cocktail en zircone cubique bon marché prétendant être un héritage inestimable. La légende sous la photo disait, « Parfois, l'univers retire agressivement les mauvaises personnes toxiques de votre vie pour que vous puissiez enfin rencontrer votre véritable âme sœur absolue. Le vrai amour avance incroyablement vite quand vous savez que c'est le bon. J'ai tellement hâte d'épouser ma magnifique reine et de construire notre empire ensemble. » Il l'a rencontrée au club de country exclusif la semaine dernière, a expliqué rapidement Félix au téléphone, remplissant les détails terrifiants. Tante Béatrice les a intentionnellement présentés. Ta mère se pavane actuellement en ville, allant dans chaque salon et boutique, se vantant de cela auprès de tous ceux qui veulent l'entendre. Elle dit à tous ses amis fortunés que Preston a enfin trouvé une femme qui est à son niveau, et il planifie activement un mariage de destination massif à 6 chiffres aux Maldives dans seulement 6 semaines. Je me suis senti physiquement malade. Le niveau de dépravation était effarant. Ma mère et tante Béatrice essayaient activement d'aider et d'encourager une escroquerie romantique prédatrice et calculée. Elles savaient pertinemment que Preston était complètement sans emploi, publiquement disgracié et entièrement fauché. Elles ont spécifiquement et malicieusement ciblé Penelope Harrington en raison de son héritage massif et de son fonds d'études intact. Sachant qu'elle était une cible naïve et confiante qui pourrait financer sans effort le style de vie somptueux et paresseux de Preston pour le reste de sa vie naturelle. C'était hautement prédateur, c'était dégoûtant, et c'était du Margaret pur jus. Est-ce que Monsieur Harrington sait pour l'histoire récente de Preston, ai-je demandé, ma voix serrée par l'anxiété. Je ne pense pas qu'il sache quoi que ce soit, a dit Félix nerveusement. Oncle Richard n'a pas dit un seul mot à personne. Il a été complètement et habituellement silencieux. Il n'est même pas allé au bureau. Mais le gala de charité annuel de la Fondation Harrington a lieu ce samedi soir. Tous ceux qui sont quelqu'un dans cette ville vont y être. Ta mère prévoit d'utiliser ce gala très public pour annoncer officiellement les fiançailles à toute la foule de la haute société, les piégeant. Ainsi, Monsieur Harrington ne pourra pas se rétracter ou s'y opposer sans passer pour quelqu'un de très mauvais devant ses investisseurs. Merci de me l'avoir dit, Félix. Sérieusement, ai-je dit en fermant l'ordinateur portable d'un coup sec. J'ai marché immédiatement dans la cuisine et j'ai dit absolument tout à Clara. Nous avions déjà reçu nos invitations coûteuses en feuilles d'or pour le gala de charité des semaines auparavant, bien avant que l'incident catastrophique de la bijouterie ne se produise. Nous avions fermement prévu de sauter l'événement, préférant rester à la maison et éviter le drame familial inévitable. Mais cette nouvelle information changeait absolument tout. Nous allons à ce gala, a dit fermement Clara, croisant ses bras sur sa poitrine, ses yeux brûlant d'un feu protecteur. Tu ne peux absolument pas le laisser faire à cette pauvre fille innocente ce qu'il a essayé de faire à Hazel. Quelqu'un doit intervenir et avertir sa famille avant qu'il ne ruine sa vie. Le samedi soir est arrivé rapidement. Le prestigieux gala de charité de la Fondation Harrington se tenait dans l'immense et opulente grande salle de bal de l'hôtel 5 étoiles le plus exclusif du centre-ville. C'était une mer étincelante de smokings ajustés incroyablement coûteux, de robes de créateurs sur mesure, de champagne coûteux coulant à flot, et de générations de grande bourgeoisie. Clara et moi sommes arrivés légèrement en retard à dessein, choisissant délibérément notre entrée pour éviter complètement les petites discussions initiales de l'heure du cocktail et les fausses politesses à la porte. Je portais un smoking noir parfaitement ajusté. Clara portait une robe vert émeraude absolument splendide jusqu'au sol et nous avons marché dans la salle de bal bondée la tête haute, prêts pour quelle que soit la bataille qui nous attendait. J'ai repéré le cirque presque immédiatement.
Ma mère Margaret portait une robe à paillettes argentées très voyante et incroyablement coûteuse, tenant salon près du centre absolu de la pièce, une flûte en cristal de champagne à la main. Tante Béatrice se tenait juste à côté d'elle, hochant la tête vigoureusement à chaque mensonge que ma mère tissait. Et juste là au milieu du cercle se trouvait Preston, portant une veste de dîner en velours ridicule, se tenant incroyablement près, presque de manière possessive, de Pénélope Harrington. Pénélope semblait sincèrement heureuse, souriant brillamment et montrant sa fausse bague à un groupe de femmes riches plus âgées. Mon père, Richard, se tenait complètement à l'écart, du côté sombre et éloigné de la pièce près du bar en acajou. Il semblait entièrement isolé, tenant un verre lourd de whisky pur, son visage marqué par une misère profonde, absolue et inévitable. Clara et moi avons fait notre chemin sans encombre vers une petite table de cocktail haute près du bord de la piste de danse polie. J'ai pris une gorgée lente et très délibérée de mon eau pétillante, le regardant de haut en bas avec un mépris total. « Bonsoir, Preston. Pénélope, tu es absolument ravissante ce soir. » Pénélope a souri nerveusement, captant la lourde tension. « Merci beaucoup, Julian. Preston m'a dit que vous aviez eu une petite dispute regrettable récemment concernant des affaires familiales. Mais la famille reste la famille, n'est-ce pas? Je suis tellement heureuse que vous soyez venu nous soutenir ce soir. » « Vous soutenir ?» ai-je demandé, levant un seul sourcil, ma voix dangereusement calme. Ma mère s'est avancée brusquement, s'insérant dans la conversation, sa voix débordant de cette fausse douceur toxique. « Oui, Julian, nous célébrons une belle union ce soir. Preston et Pénélope ont trouvé le véritable amour éternel. En fait, Charles va généreusement donner le micro à Preston sur la scène principale dans quelques minutes pour qu'il puisse faire l'annonce publique officielle à toute la fondation et à tous les investisseurs. N'est-ce pas une merveilleuse nouvelle? » Elle jubilait ouvertement. Elle croyait honnêtement et véritablement qu'en sécurisant la fortune massive des Harrington pour son enfant chéri, elle avait complètement gagné la guerre familiale. Elle pensait que le flux sans fin d'argent effacerait définitivement le vol, les mensonges, l'implication de la police et la honte profonde. « Vous allez annoncer officiellement vos fiançailles, » ai-je dit platement, regardant directement et Persam dans les yeux de Preston. Exactement 2 semaines après que tu étais littéralement à genoux en train de pleurer et de supplier Hazel de ne pas te quitter sur le sol d'une bijouterie parce que tu t'es fait attraper la main dans le sac à la demander en mariage avec une bague volée. Le sourire heureux de Pénélope a disparu instantanément, remplacé par une confusion pure. Elle a regardé rapidement Preston. Quoi? Qui est Hazel? Quelle bague volée? Preston? De quoi parle-t-il? Le visage de Preston a rougi d'un rouge vif violent et furieux. Tais-toi, Julian. N'écoute pas un seul mot de ce qu'il dit, Pénélope. Il est juste follement jaloux de moi. Il a toujours été follement jaloux de moi parce que je suis le préféré. Jaloux d'un voleur sans emploi et disgracié qui vit dans sa chambre d'enfance et dépend de l'allocation de sa mère? Clara a pris la parole, sa voix limpide, parfaitement stable, et assez forte pour que les tables environnantes entendent. J'en doute très fortement. Les invités environnants étaient devenus complètement et inconfortablement silencieux. Les gens en vêtements de créateurs fixaient ouvertement, leur verre de champagne figé à mi-chemin de leur bouche. Monsieur Charles Harrington, remarquant la commotion hostile croissante autour de sa précieuse fille, a posé son verre et a commencé à marcher d'un pas vif et agressif à travers la salle de bal vers notre groupe. « Qu'est-ce qui se passe diable ici ?» a exigé Monsieur Harrington, sa voix puissante et autoritaire coupant facilement la lourde tension. Il a regardé tranchant vers moi, puis a fixé Preston. « Pénélope, ma chérie, pourquoi as-tu l'air si perturbée ?» Avant même que je ne puisse ouvrir la bouche pour expliquer la vérité terrifiante, le micro sur la scène principale à l'avant de la pièce a grésillé fort avec une rafale de l'arsène électronique. Tout le monde dans toute la grande salle de bal a tourné la tête vers la scène. Mon père, Richard, se tenait seul sur la scène principale. Il agrippait le pied du micro. Ses mains tremblaient légèrement, trahissant ses nerfs, mais sa posture était complètement, inhabituellement droite et résolue. Il a regardé la mer massive de visages riches et tendant l'oreille, ses yeux balayant la foule avant de se bloquer directement sur notre petit groupe tendu au centre de la pièce. Le rebondissement ultime était sur le point d'être livré. Et ce n'était même pas moi qui tirais la ficelle. « Bonsoir à tous », a dit mon père, sa voix résonnant fort et clairement à travers le système d'amplification de pointe, commandant l'attention absolue de chaque milliardaire, investisseur et membre de la haute société dans la pièce. Je m'excuse sincèrement pour l'interruption soudaine des festivités.
Je sais que ce soir est censé être exclusivement dédié à la charité et aux dons à la communauté. Mais avant que d'autres annonces ne soient faites à tort depuis cette scène ce soir, j'ai l'obligation morale de clarifier les choses concernant l'état profondément toxique de ma propre famille. Le visage de ma mère est devenu complètement et choquant blanc. La couleur s'est échappée de sa peau si vite que j'ai pensé qu'elle allait s'évanouir. Elle a littéralement laissé tomber son verre de champagne en cristal coûteux. Il a frappé le sol en marbre et a volé en 100 morceaux, le son coupant à travers la pièce calme. « Richard, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Arrête ça tout de suite. » Descends de cette scène, a-t-elle sifflé venimeusement, bien qu'il ne pouvait pas l'entendre par-dessus les haut-parleurs massifs. Pendant plus de 30 longues et honteuses années, a continué mon père, sa voix gagnant une force, un volume et une conviction absolue et incontestable incroyable à chaque mot, je suis resté immobile comme un lâche pendant que ma femme Margaret encourageait agressivement. Protégeait et finançait entièrement le comportement hautement destructeur et immoral de notre plus jeune fils, Preston. J'ai constamment trouvé de faibles excuses pour lui. J'ai écrit des chèques sans fin depuis mes propres comptes durement gagnés pour couvrir ses erreurs massives et ses problèmes juridiques. J'ai volontairement sacrifié le bien-être émotionnel et la sécurité financière de mon fils aîné, Julian. Un homme qui a construit une vie hautement réussie, honnête et respectable entièrement sur ses propres mérites juste pour maintenir une fausse paix toxique dans mon foyer. La grande salle de bal était d'un silence mortel. On pouvait littéralement entendre le hoquet collectif et choqué de la foule de la haute société. Les femmes chuchotaient derrière leurs mains. Les hommes fixaient avec une incrédulité médusée. Il y a exactement 2 semaines, mon père a agrippé le micro plus fort, tournant son regard directement vers Monsieur Harrington, qui se tenait figé à côté de sa fille. Preston s'est introduit dans le coffre-fort verrouillé de Julian à l'intérieur de notre maison. Il a commis un crime grave. Il a volé une bague de fiançailles sur mesure de $20 000, et il a essayé d'utiliser cette propriété volée pour demander une autre femme en mariage. Lorsqu'il a été pris la main dans le sac par le bijoutier et la police, il n'a montré absolument aucun remords pour ses actions. Il a été légitimement renvoyé de son emploi d'entreprise dans la honte. Il est complètement et totalement fauché, et c'est un voleur avéré. Pénélope a octé fortement, couvrant sa bouche avec ses 2 mains, fixant Preston avec une horreur absolue et sans mélange. Preston était complètement figé, sa bouche restant légèrement ouverte, regardant la scène comme un chevreuil pris dans les phares aveuglants d'un grand camion à toute vitesse. Et maintenant, la voix de mon père a résonné avec une colère légitime et attendue depuis longtemps qui a fait trembler les lustres. Ma femme a scieusement orchestré une campagne calculée pour manipuler Pénélope Harrington, une jeune femme merveilleuse et confiante. Dans des fiançailles complètement frauduleuses. Leur seul objectif est de sécuriser l'accès à son héritage massif et à son fonds fiduciaire pour couvrir le manque total d'avenir de Preston et son comportement criminel. Je ne permettrai absolument pas que cela se produise sous ma garde. Le visage de Monsieur Harrington est devenu d'une nuance de violet dangereuse et explosive. Les veines de son cou saillaient visiblement. Il s'est tourné lentement et menaçant pour regarder Preston. « Charles, mon père a parlé directement dans le micro, s'adressant à son partenaire d'affaires devant 500 de leur père. Je démissionne officiellement de mon poste de partenaire minoritaire. Avec effet immédiat dès ce soir, mes avocats d'affaires contacteront votre bureau principal première chose lundi matin pour vendre de force toutes mes actions à la ferme à leur valeur actuelle sur le marché. J'initialise un divorce d'entreprise complet et irrévocable de votre empire immobilier parce que je refuse absolument de laisser la dysfonction toxique et prédatrice de ma famille infecter votre entreprise légitime ou ruiner la vie de votre fille. Je suis profondément et sincèrement désolé qu'on en soit arrivé là. » Mon père a posé le micro lourdement sur le pupitre en bois. Il a atterri avec un bruit mat final qui a résonné de manière de bon augure dans la salle de bal silencieuse. Il a tourné le dos à la foule et est descendu lentement les marches de la scène, marchant droit vers les lourdes portes de sortie sans se retourner une seule fois. Le silence dans la grande salle de bal a duré exactement 3 secondes avant qu'un chaos absolu et débridé n'éclate. Monsieur Harrington n'a pas crié. Il n'a pas fait de scène physique violente. C'était un homme d'un pouvoir d'entreprise immense et terrifiant. Et les hommes d'un pouvoir immense n'ont pas besoin de lever la voix pour vous détruire complètement. Il a simplement tendu la main, a attrapé Pénélope sanglotante fermement par le bras, et l'a tiré en sécurité derrière ses larges épaules. « Papa, il m'a menti sur tout. » Pénélope pleurait hystériquement maintenant, retirant agressivement la fausse bague en zircone cubique bon marché de son doigt et la jetant directement sur le torse de Preston de toutes ses forces. Elle a rebondi sur sa veste en velours coûteuse et a roulé pathétiquement sous une table de cocktail à proximité.
Il m'a dit qu'il était un entrepreneur de la tech prospère. Il m'a dit qu'il était riche. Preston s'est lancé en avant, désespéré, paniqué, ses mains agrippant frénétiquement l'air vide. Monsieur Harrington, s'il vous plaît attendez. Charles, monsieur, c'est un énorme malentendu. Mon père fait une grave crise mentale. Il est fou. Il a besoin de médicaments. J'aime vraiment Pénélope. Je le jure. Monsieur Harrington a regardé Preston avec un regard si incroyablement froid, si dépourvu de toute empathie humaine, qu'il aurait pu congeler le champagne dans les verres à proximité. Monsieur Harrington a ensuite tourné son regard furieux et brûlant directement vers ma mère. Et vous, Margaret, n'essayez jamais de contacter ma famille, ma femme, ou de remettre les pieds dans cette fondation caritative à nouveau. Votre statut social dans cette ville est officiellement et définitivement terminé. Vous êtes une honte. Il s'est retourné brusquement et a escorté sa fille sanglotante hors de la salle de bal, entourée d'un mur d'invités chuchotants, jugeants et horrifiés qui se sont écartés comme la mer Rouge pour les laisser passer. Ma mère se tenait absolument figée au centre mort de la pièce. Les femmes riches avec qui elle venait de boire du champagne coûteux et de cancaner s'éloignaient activement d'elle, lui tournant le dos, chuchotant durement derrière leurs mains. La monnaie ultime de toute sa vie, son statut social élevé, sa garde des ragots du quartier, sa supériorité perçue sur tous les autres avait disparu en l'espace de 60 secondes agonisantes. Elle avait été publiquement et incontestablement marquée comme la mère manipulatrice d'un voleur et d'un escroc. C'est entièrement ta faute. Preston s'est soudainement retourné, hurlant directement à mon visage, ses yeux sauvages, injectés de sang et complètement déséquilibrés. De la salive a giclé de ses lèvres alors qu'il me pointait du doigt. Tu as fait ça. Tu as tout planifié avec papa. Tu as ruiné toute ma vie. Tu as ruiné mon mariage avec Pénélope. Tu as pris mon argent. J'ai gardé ma position, ne fléchissant pas d'un seul pouce. Ma posture était détendue mais complètement alerte. Clara tenait mon bras fermement, sa présence étant une ancre solide et incassable au milieu de la tempête. Je n'ai pas volé la bague dans un coffre-fort verrouillé, Preston, ai-je dit calmement, ma voix stable, portant facilement par-dessus les murmures de la foule. Je n'ai pas menti à Hazel sur mes finances. Je n'ai pas essayé d'escroquer une fille innocente pour son fonds d'études et son héritage. Tu as construit ce piège tout seul, brique par brique. Papa a juste enfin décidé d'allumer les projecteurs pour que tout le monde dans cette pièce puisse voir exactement quel genre de monstre tu es. Tante Béatrice, réalisant soudainement que le navire familial coulait activement et prenait l'eau rapidement, a immédiatement essayé de se distancer de la zone d'explosion radioactive. Elle a attrapé son sac à main coûteux, a gardé la tête baissée, et s'est esquivée rapidement vers la sortie, abandonnant ma mère au milieu de la pièce sans un seul mot de réconfort ou de soutien. Ma mère a finalement craqué. La façade méticuleusement conçue et vieille de plusieurs décennies s'est fissurée, a volé en éclats et est tombée en morceaux jagged. Elle a regardé autour de l'immense pièce, réalisant qu'elle était complètement et totalement isolée. Elle avait perdu la loyauté aveugle et obéissante de son mari. Elle avait perdu toutes ses connexions riches et influentes. Elle avait perdu sa dignité et sa réputation. Elle m'a regardé, de lourdes larmes de mascara sombre coulant sur son visage, ruinant son maquillage coûteux, mais il n'y avait absolument aucune excuse dans ses yeux. Il n'y avait aucune réalisation de sa propre culpabilité. Il n'y avait que la réalisation terrifiante et douloureuse de faire face à ses propres conséquences. Allons-nous-en, Clara, ai-je dit doucement, tournant le dos à ma mère et à mon frère pour la toute dernière fois de ma vie. Nous avons marché calmement hors de la salle de bal, les lourdes doubles portes se refermant fermement derrière nous, coupant complètement le son pitoyable des sanglots frénétiques et gémissants de Preston. Nous avons traversé le hall luxueux de l'hôtel et sommes sortis dans l'air frais, vif et rafraîchissant de la nuit. Mon père se tenait seul près du stand de voiturier, attendant silencieusement que sa voiture soit amenée. Il semblait physiquement épuisé, ses épaules voûtées sous le poids de la soirée. Mais il y avait une étrange, belle et nouvelle légèreté dans ses yeux. Le fardeau lourd et étouffant de maintenir un mensonge toxique de 30 ans avait enfin été définitivement levé de sa poitrine. J'ai marché vers lui. Je ne savais pas exactement quoi dire. Il n'y a pas de carte de vœux ou de scénario pour remercier son père d'avoir détruit publiquement la réputation de sa famille pour sauver sa propre santé mentale. « Est-ce que tu vas bien aller, papa ?» ai-je demandé doucement, me tenant à côté de lui. Il m'a regardé, un sourire triste, sincère et fatigué touchant les coins de sa bouche.
Je viens de finaliser la paperasse initiale pour le divorce ce matin avec mon avocat, Julian. Le vrai divorce d'avec ta mère. Vendre mes actions massives dans la firme d'Harrington va me coûter une fortune absolue en impôts sur les plus-values et en pénalités, mais cela vaut chaque centime pour couper complètement le cancer de ma vie. J'étais sincèrement soufflé. Tu as vraiment demandé le divorce. Je devais le faire, a-t-il dit, le voiturier avançant enfin son SUV sur le trottoir. Je ne peux plus vivre dans cette maison toxique. Je ne peux pas la regarder dorloter sans fin un criminel. Je déménage dans un petit condo en ville la semaine prochaine. Il a ouvert la porte de la voiture, puis s'est arrêté, me regardant avec une profonde sincérité. Je sais que j'ai une vie entière d'échecs massifs à me faire pardonner, Julian. Je sais que je ne peux pas réparer magiquement ce que je les ai laissés faire lâchement pendant toutes ces années, mais je vais essayer de mon mieux si tu me le permets. Nous allons y aller un jour à la fois, papa, ai-je dit, tendant ma main vers lui. Il n'a pas pris ma main. Au lieu de cela, il m'a tiré dans une étreinte ferme, incroyablement solide et serrée. C'était la première vraie étreinte significative que je recevais de lui depuis que j'étais un jeune enfant. Bonne nuit, Julian. Bonne nuit, Clara, a-t-il dit, montant dans sa voiture et s'éloignant sous les lumières brillantes de la ville. Je me tenais sur le trottoir avec ma future épouse, regardant les feux arrière rouges s'évanouir dans le lointain. Les pires méchants de mon histoire avaient orchestré leur propre chute spectaculaire et très publique. L'empire toxique de mensonges avait brûlé jusqu'au sol. Et me tenant là dans les cendres en tenant la main de Clara, pour la toute première fois de toute ma vie, je me sentais complètement, incontestablement et incroyablement libre. Si très long et incroyablement guérisseur mois plus tard, le vif soleil du matin coulait magnifiquement à travers les immenses baies vitrées de la suite privée de la mariée. C'était le meilleur jour absolu de ma vie. C'était le jour de mon mariage. La folie intense et chaotique du dernier semestre s'était heureusement installée dans une réalité calme, gérable et paisible. Le divorce de mon père d'avec ma mère avait été officiellement finalisé, et c'était une bataille juridique remarquablement désordonnée et incroyablement amère. Elle a essayé agressivement de réclamer chaque centime de son rachat d'entreprise et de ses actifs immobiliers, soutenant qu'elle avait droit à la moitié de tout, pour se faire débouter de manière répétée au tribunal par ses avocats de divorce hautement qualifiés et agressifs. Preston avait complètement sombré dans une spirale hors de contrôle après le désastre du gala. Il a accumulé de multiples arrestations pour conduite en état d'ivresse en l'espace de quelques semaines, forçant finalement ma mère à vider complètement ses règlements de pension alimentaire restants et s'amenuisant juste pour l'envoyer dans un centre de désintoxication fermé très coûteux dans un autre état. Ils étaient complètement hors de ma vie, bloqués sur chaque téléphone, email et plateforme de réseau social. J'étais assis confortablement devant le grand miroir, ajustant soigneusement les boutons de manchette en argent de mon smoking noir sur mesure, mon garçon d'honneur loyal, Harrison menant la marche, riant fort et partageant une bouteille de bourbon âgé incroyablement coûteux derrière moi. Absolument tout était parfait. Le lieu était un magnifique domaine viticole s'étendant sur des collines vertes et ondulantes. Clara était dans l'immense suite de la mariée juste au bout du couloir en train de se préparer avec ses sœurs, buvant du champagne et écoutant de la musique. Il y a eu un coup doux et très hésitant sur la lourde porte en bois de la suite. Harrison a arrêté de rire et est allé l'ouvrir. Son large sourire a immédiatement disparu, remplacé par un regard dur et incroyablement protecteur. Il a bloqué l'entrée avec ses larges épaules et a regardé en arrière vers moi par-dessus son épaule. « Julian, c'est pour toi. Tu veux que je m'en occupe ?» Je me suis retourné, un nœud se formant brièvement dans mon estomac. Se tenant là dans le couloir, semblant significativement plus petite, beaucoup plus âgée et incroyablement fragile, se trouvait ma mère, Margaret. Elle ne portait absolument pas une robe de créateur voyante et coûteuse aujourd'hui. Elle portait une robe bleu marine très simple, sobre et peu coûteuse. Elle semblait complètement et entièrement dépouillée de son ancienne aura riche et arrogante. Elle ressemblait à une femme fatiguée et brisée assistant à des funérailles très tristes, ce qui, d'une manière psychologique profonde, je suppose qu'elle faisait. Elle assistait aux funérailles de son contrôle absolu sur ma vie. Puis-je juste entrer, a-t-elle demandé, sa voix étant douce, manquant entièrement de son autorité tranchante et commandante habituelle. Juste pour un seul moment. S'il te plaît, Julian. J'ai hoché la tête lentement vers Harrison. Lui et le reste des garçons d'honneur ont échangé des regards protecteurs, mais ils sont sortis silencieusement de la pièce, me laissant complètement seul avec la femme qui avait passé toute ma vie à me mettre en deuxième position.
Elle a fait un pas prudemment dans la pièce, serrant fermement une petite enveloppe blanche impeccable dans ses mains tremblantes. Elle m'a regardé, ses yeux se remplissant immédiatement de lourdes larmes. « Tu es incroyablement beau aujourd'hui, Julian. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui, maman ?» ai-je demandé, gardant ma voix parfaitement neutre, maintenant une limite émotionnelle solide et impénétrable. Je ne lui avais pas dit un seul mot depuis la nuit du gala de charité. Elle a avalé difficilement, regardant l'enveloppe blanche dans ses mains comme si elle était incroyablement lourde. « Je ne suis absolument pas ici pour faire une scène. Je te le promets. Je sais que je ne suis pas invité à la cérémonie et je respecte ta décision. J'avais besoin de t'apporter ceci en personne. » Elle a tendu l'enveloppe blanche. Je n'ai pas tendu la main pour la prendre. Je l'ai juste regardée fixement. « C'est une lettre de Preston », a-t-elle expliqué, sa voix craquant d'émotion. Il est dans son 3e mois de désintoxication intense. Une partie de son programme de rétablissement obligatoire en 12 étapes consiste à faire des excuses formelles écrites aux personnes à qui il a fait du tort profondément dans le passé. Il a écrit ceci spécifiquement pour toi. Il m'a supplié de te la déposer aujourd'hui pour te montrer qu'il change. J'ai regardé l'enveloppe en m'attendant à ressentir une vague de colère, mais je n'ai absolument rien ressenti. Aucune colère, aucune tristesse, aucune curiosité brûlante, juste un vide protecteur, paisible et profond. Garde-la, ai-je dit doucement, mais avec une finalité absolue. Ma mère a levé les yeux, sincèrement choquée. Julian, s'il te plaît. Il essaie tellement. Il essaie vraiment de guérir et de battre ses démons. Il a écrit ceci du fond de son cœur. Ne veux-tu pas juste la lire pour moi? Non. J'ai secoué la tête lentement, la regardant dans les yeux. Je suis sincèrement heureux qu'il obtienne de l'aide professionnelle, maman. Je souhaite vraiment et honnêtement qu'il trouve un moyen de devenir un adulte fonctionnel et sain. Mais son rétablissement n'est absolument pas ma responsabilité. Mon pardon n'est pas une condition requise pour son processus de guérison. Lire cette lettre demande un niveau d'énergie émotionnelle et de vulnérabilité que je ne suis plus prêt à dépenser pour lui. Ce chapitre de ma vie est définitivement et solidement fermé. Des larmes ont finalement coulé complètement sur ses cils, traçant des lignes mouillées sur ses joues âgées. « Je t'ai déçu », a-t-elle chuchoté, sa voix se brisant complètement en un sanglot. Je le vois maintenant, assise toute seule dans cet immense appartement vide. Je vois exactement ce que je t'ai fait. J'avais tellement peur que Preston échoue que je t'ai puni activement parce que tu réussissais. Je suis tellement profondément et incroyablement désolé, Julian, pour absolument tout. C'étaient les excuses exactes que j'avais désespérément attendues pendant 32 ans d'entendre. Mais debout là, écouter les mots attendus depuis si longtemps quitter enfin ses lèvres, j'ai réalisé avec une clarté absolue que je n'en avais plus besoin. J'avais déjà fait le travail dur pour me guérir moi-même. J'accepte tes excuses, maman, ai-je dit, le pensant sincèrement, laissant aller le reste d'amertume dans mon cœur. Je te pardonne, mais le pardon ne donne pas accès. Toi et Preston êtes toxiques pour ma vie et pour la vie de Clara. Je vous souhaite à tous les deux le meilleur à une distance très sûre et très éloignée. Mais tu dois partir maintenant. Je me marie dans 20 minutes, et je ne laisserai pas le passé ruiner mon avenir. Elle a hoché la tête lentement, essuyant ses yeux avec un mouchoir de son sac à main. Elle a placé l'enveloppe blanche non ouverte sur la petite table en bois près de la porte. Elle m'a regardé une dernière fois, un regard d'un regret profond, dévastateur et sans fin, et puis elle s'est retournée et est sortie de la pièce, fermant la porte doucement derrière elle. Je n'ai pas regardé l'enveloppe à nouveau. Je suis sorti de la suite, j'ai rejoint mes garçons d'honneur, et nous nous sommes dirigés vers le magnifique espace de cérémonie extérieure. Mon père m'attendait à l'arrière de l'espace de siège du vignoble. Il portait un costume gris ajusté et élégant, un sourire massif et incroyablement fier éclairant son visage. Nous avions passé les 6 derniers mois à reconstruire agressivement notre relation à partir de zéro, prenant un café chaque dimanche matin, parlant honnêtement et douloureusement du passé sans l'ombre lourde et étouffante de ma mère dictant le faux récit. « Tu es prêt pour ça, mon fils ?» a demandé mon père, tapant une main lourde, chaude et rassurante sur mon épaule. « Plus près que je ne l'ai jamais été de toute ma vie, papa. » J'ai souri en retour, sentant le soleil sur mon visage. La musique a commencé à jouer, une belle mélodie de guitare acoustique résonnant parfaitement sur les collines vertes du vignoble. Clara est apparue au bout de la longue allée, semblant absolument époustouflante dans sa robe blanche, le diamant taille princesse de 3 carats étincelant brillamment au soleil sur sa main gauche.
Mon père se tenait juste à côté de moi alors que la cérémonie commençait, un témoignage silencieux et incroyablement solide du fait que parfois, la famille dans laquelle vous êtes né peut éventuellement apprendre à devenir la famille que vous méritez réellement. Même si cela nécessite de brûler complètement l'ancienne fondation pourrie jusqu'au sol d'abord. Avez-vous déjà fait face à quelque chose de similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà eu à tracer une ligne dure et douloureuse dans le sable pour protéger votre propre paix et votre propre avenir? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer le prochain voyage.